Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13h au Bénin. Voici le sommaire. Tournée nationale dans les communes du directeur général du Fonds national de la microfinance. La délégation était ce mardi à Natitingou. L'objectif de cette descente est de tenir une séance avec les bénéficiaires du microcrédit à la FIA afin de les sensibiliser sur les innovations intervenues depuis juillet 2022. Ensuite, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a célébré d'une manière toute particulière la journée mondiale de l'enfance. Dans la soirée de ce lundi, il a illuminé le monument de l'Amazone en bleu pour soutenir la cause des enfants en général, des filles en particulier. Événement qui a connu la présence de la vice-présidente de la République du Bénin et les membres du gouvernement. Et puis enfin, les fêtes de Noël et de Nouvel An ne sont pas des célébrations divines. Les véritables enfants de Dieu ne devraient pas les commémorer. C'est le message que porte l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Elle le rappelle à l'ensemble des chrétiens et à l'opinion publique entière en ce mois de décembre. Message à suivre en fin d'édition. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. En tournée nationale dans les communes du Bénin, le directeur général du Fonds national de microfinance et une délégation étaient ce mardi à Natitingou. L'objectif de cette descente est de tenir une séance avec les bénéficiaires du microcrédit à la FIA afin de les sensibiliser sur les innovations intervenues depuis juillet 2022 dernier au niveau du dit crédit. La rencontre a eu lieu à la maison des jeunes de Natitingou. Voici le compte rendu de Régis Hippolyte Agossou, Abdou Sabitrissou. Le directeur général du Fonds national de la microfinance face aux populations de Natitingou. L'initiative vise à sensibiliser ces hommes et femmes quant aux innovations liées au microcrédit à la FIA. Qu'ils vous souviennent qu'en 2020, le microcrédit rénové, appelé microcrédit à la FIA, a été institué. Le bilan fait montre que c'est un succès éclatant en termes de nombre de personnes impactées, mais également la grande surprise, c'est la dignité dont a fait preuve cette couche de la population en faisant un remboursement assez impressionnant. Face à ce succès du microcrédit à la première phase, les personnes qui en avaient bénéficié ont exprimé également le besoin si on ne pouvait pas aller loin. Pour répondre à cette sollicitation et au regard du succès que cette première phase a connu, la phase 2 a été lancée et la phase 2, c'est de 50 001 francs à 100 000 francs. Cette phase 2 a été lancée par Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et elle nous a instruit à l'effet de porter la bonne nouvelle dans toutes les communes du Bénin. À bâton rompu et dans une ambiance fraternelle, toutes les informations ont été données afin de permettre à tous de savoir comment profiter désormais du dit crédit. Le processus, c'est qu'il faut que les bénéficiaires aient une carte CIP et à l'aide de cette carte-là, le même jour, ils viennent à l'agence, le même jour, ils sont enrôlés et un fichier est envoyé vers le FNM et après la validation, même dans la même semaine, ils peuvent avoir le crédit, microcrédit à la FIA. Les bénéficiaires, c'est toujours la sensibilisation et continuer à ce qu'ils soient des ambassadeurs pour aller donner l'information dans les villages, dans les hameaux. Et nous-mêmes, on est sur le terrain en vulgarisant ce produit pour que les populations, le maximum de populations puissent quand même avoir accès à ce crédit-là. Les bénéficiaires du microcrédit à la FIA présents à cette séance se réjouissent pour cette avancée. On est contente parce qu'avant on prenait 50 000. Maintenant on nous dit on va prendre 100 000. 100 000 c'est bon, c'est très important et on remercie le gouvernement pour qu'il puisse augmenter encore plus ces 100 000 parce que ça nous aide beaucoup, surtout les femmes. On est très contentes. Les participants venus à cette séance de sensibilisation sont des relais des groupements de femmes et ont promis de faire parvenir l'information à leurs différentes structures. La transformation de l'économie nationale devient une réalité, comme l'a annoncé le gouvernement dans son programme d'action. Cette ambition se matérialise dans la zone économique spéciale de Glodigbe. Ce mardi, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une descente sur le terrain pour constater le niveau d'avancement des travaux et d'installation des unités de transformation des produits agricoles. Le point de la visite dans ce reportage de Idrissou Boukari, Henri Ganti.
La zone économique spéciale de Glodjibé accueille ce mardi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ça va très très bien. Merci beaucoup. Éléonore Yahi Ladeka, accompagnée de sa délégation, vient à son tour à la découverte de ce mouvement de transformation économique du Bénin en cours ici depuis quelques mois. Les directeurs généraux de la CIPI Bénin et de l'APEX se feront d'abord le devoir de présenter le projet à la ministre, ses caractéristiques, ses vocations principales et le niveau de son exécution. L'unité de transformation des noix de cajou tourne déjà à plein régime et les produits finaux sont disponibles. Du côté de l'atelier de textile, plus de 400 jeunes béninois sont en formation pratique et tout bouge par ici. Nous saluons cette vision musclée, gigantesque du gouvernement et surtout ce choix à travers la CIPI. Parce que ça, c'est un choix qui est très raisonné. Mettre en place une organisation de développement de la zone. Des principes, qu'est-ce qui entre dans la zone, qu'est-ce qui sort de la zone. Je crois que tout cela est très motivant pour nous autres qui sommes appelés à former les ressources humaines. Et les ressources humaines de qualité pour comprendre d'abord comment les problèmes de développement se posent et voir maintenant comment y apporter des solutions. Méthodiquement et conformément à son chronogramme, la CIPI Bénin conduit les travaux et les usines poussent l'une après l'autre dans la zone. La transformation des produits agricoles devient une réalité qui vient renforcer l'économie nationale. Que ce soit les noix de cajou, le soja, le karité ou encore l'ananas, tout sera désormais transformé ici. Nous allons pouvoir passer de l'étape de fibre de coton à l'étape de vêtements. Nous allons pouvoir passer de l'étape de noix de cajou brute à l'étape d'amande, à l'étape d'huile à base de noix de cajou et de charbon. Donc aujourd'hui, nous avons une situation qui nous permet d'ajouter de la valeur à nos produits agricoles. L'avantage de la zone, c'est qu'il y a un écosystème qui permettra en fait à ce que tous les produits qui sortent de cette zone soient estampillés zone économique spéciale de Glodjibé. Et nous voulons mettre en place en fait des normes qui soient les mêmes normes pour les produits qui sont sur le marché local que pour les produits qui sont à destination du marché international. Un certain nombre de laboratoires et un certain nombre de certifications seront mises en place au niveau de la zone pour s'assurer que ce qui sort de la zone avec la marque GDIZ soit un produit qui soit aussi bien consommé facilement sur le territoire communautaire qu'au niveau international. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa délégation repartent donc satisfaites. Plus de 300 000 emplois sont prévus dans cette zone d'ici 2030. Le Bénin accueille la 23e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les assises se tiennent à Cotonou du 6 au 8 décembre 2022 autour du thème Vision 2025 de l'UEMOA. Quel rôle pour le secteur privé? Leur objectif est passer en revue les actions de l'organisation et faire des projections pour l'avenir. Plusieurs autorités du Bénin et de l'Union reprennent part aux travaux lancés par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Reportage. Revue des actions de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, perspectives et recommandations pour une meilleure amélioration des actions de l'organisation. Ainsi se résument les tâches assignées à ses membres au cours de cette 23e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. La plus grande vision de ces assises reste la promotion du secteur privé, moteur de la croissance économique et du développement, dont l'importance n'est plus à démontrer. Pendant cette session, nous nous pencherons donc sur les principaux événements qui ont rythmé la vie de notre institution au cours de cette année. En effet, nous aurons à faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de l'Assemblée générale de décembre 2021 à Bamako, le rapport du comité d'audit et de conformité, ainsi que la charte dont elle s'est dotée dans l'esprit du règlement financier de l'Union, le rapport du comité de suivi et de pilotage du plan d'action de la mandature 2021-2024, le programme de la mandature ainsi que les plans d'action et le budget 2023.
La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est un outil au service de l'intégration sous-régionale. En plus de sa participation aux réflexions sur le processus d'intégration économique sous-régionale, l'organisation entend s'impliquer davantage dans les actions et projets qui concourent à renforcer les capacités des acteurs économiques, d'où l'intérêt de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA à relever les nombreux défis qui s'imposent à elle. Si nous sommes là, c'est pour justement apporter le soutien de la Commission à ce que la CCR fait. Et je voudrais dire que la Commission l'UEMOA, à travers le cadre, ce qu'on appelle le CAP 2025, qui est en quelque sorte la feuille de route de la Commission l'UEMOA pour le collège actuel, nous agissons fortement sur le secteur privé. Le choix sur le Bénin témoigne non seulement de la qualité du dispositif de promotion du secteur privé de notre pays, mais aussi et surtout conforte notre gouvernement qui, sous la conduite éclairée de son Excellence le Président Patrice Talon, a réservé une place de choix au secteur privé béninois dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2021-2026, afin de donner toute leur place aux acteurs de l'économie béninoise. Cette 23e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA constitue la 3e pour la mandature 2021-2024. Les propositions issues de ces assises, qui s'étendent sur 112 heures, seront adoptées et adressées aux différents décideurs de l'UEMOA. Parlons sécurité à présent. Les experts des questions sécuritaires du pays membre de l'unité régionale de fusion du renseignement élaborent les stratégies pour endiguer la menace terroriste du Sahel et de lac Tchad en passant par les pays du Golfe de Guinée. Ils sont à Cotonou depuis ce lundi pour un atelier qui vise à trouver une approche conjointe transfrontalière contre ce mal. C'est la 10e réunion du comité de gestion de l'unité. Les travaux prendront fin ce jeudi prochain. La cérémonie d'ouverture du groupe des experts a été présidée par les autorités béninoises en charge de la sécurité et de la défense. Nous allons suivre à l'instant un bout des propos du président en exercice du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement, Pamphile Mahon, et du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou. Ils sont au micro de William Cliquant, Rachidi Soubirou. Les mécanismes de lutte en place au niveau national et régional par nos États ont certes permis d'obtenir des résultats probants, mais ils présentent actuellement des limites. Il s'avère donc essentiel de les repenser dans l'objectif de pouvoir contenir et éradiquer efficacement et durablement cette menace diffuse et évolutive. Cela appelle à un changement véritable et profond de paradigme. Nos actions devront donc être plus collectives, mieux concertées et davantage coordonnées en privilégiant le renforcement de la coopération entre les pays en termes de partage effectif et en temps opportun de renseignement. Et c'est tout le sens du thème de cet atelier que je voudrais rappeler au passage, à savoir endiguer ensemble la menace terroriste, réponse conjointe transfrontalière. Pour y arriver, il est important d'éviter le piège de la division et celui de la stigmatisation ethnique que tendent à dessein par leurs propos et leurs actions manipulatrices les groupes terroristes actifs dans nos régions. C'est en ayant à l'esprit la complexité des enjeux, des intérêts, des réalités socio-économiques à plusieurs vitesses et des contradictions qui peuvent en découler qu'il faut aborder la réflexion pour essayer de résoudre le problème. La tâche semble difficile, mais elle n'est pas impossible. Je reste donc convaincu que les recommandations qui seront issues de vos 2 journées de travaux seront des contributions majeures à la réflexion sur le sujet en vue de trouver les meilleurs moyens d'éradiquer l'hydre terroriste dans nos pays. Et puis pendant ce temps, le préfet de Lomé poursuit sa tournée statutaire dans les différentes communes sous sa gouvernance. Maria Potossou est allée à Dango en fin du mois de novembre dernier où elle a eu une séance de travail technique avec les élus de la commune. Suivez ici le point de leur échange. L'exercice est périodique et relève des prérogatives du préfet.
Dans l'exécution de son cahier de charge, Maria Potrosu, préfet de Lomé, a entamé une tournée statutaire qui est aujourd'hui à l'étape de la commune de Dangbo. Rencontre de travail au cours de laquelle elle a échangé avec les élus de la commune et les autres acteurs intervenant dans la localité. Les objectifs poursuivis par les réformes structurelles du secteur de la décentralisation sont entre autres 1. Assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale. 2. Réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et des ressources communales. 3. Donner plus de visibilité aux actions publiques de développement communal. En dehors de la discussion menée autour des réformes structurelles du secteur de la décentralisation et leurs avantages, un état des lieux de la gestion de la commune de Dangbo est fait sur place. Le bilan que le Conseil a présenté à son hôte. Le plan de développement communal, troisième génération de Dangbo, arrivera à terme en décembre 2022. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour son évaluation finale et l'élaboration de celui de la quatrième génération. De même, le schéma directeur d'aménagement de la commune, élaboré en 2013 pour un horizon de 15 ans, a besoin d'une actualisation afin de nous permettre une gestion harmonieuse du territoire communal. La parole est ensuite donnée aux citoyens afin que chacun relève ses préoccupations. Ceci pour le développement de la commune de Dangbo. Je vous l'annonçais en titre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a célébré d'une manière toute particulière la journée mondiale de l'enfance. Dans la soirée de ce lundi, il a illuminé le monument de l'Amazone en bleu pour soutenir la cause des enfants en général et des filles en particulier, événement qui a connu la présence de la vice-présidente de la République du Bénin et des membres du gouvernement. Retour sur cette soirée dans ce reportage. La grande dame de bronze change de couleur le temps d'une soirée pour célébrer les enfants et plus particulièrement les filles du Bénin. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, l'UNICEF a choisi d'illuminer la statue de l'Amazone en bleu pour le respect des droits des enfants. Cette année, la Journée mondiale de l'enfance se focalise sur le thème de l'inclusion et de l'égalité. Au vu des défis qui persistent, et de l'urgence d'offrir une place plus grande aux filles dans notre société, nous avons souhaité que l'égalité et l'inclusion des filles soient mises au cœur de cette célébration au Bénin. Une célébration qui met en l'honneur toutes les filles du Bénin qui transforment notre quotidien pour créer une société plus juste, plus égalitaire et plus équitable. Car, en tant que personne handicapée auditive, l'occasion qui m'est offerte de porter la voix des filles du Bénin ce soir est le signe de l'avancée de la lutte pour le droit des enfants au Bénin. Et un message rempli d'espoir. Pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, l'illumination doit aller au-delà de la statue de l'Amazone. Il est en effet plus que nécessaire que nous ayons le courage d'illuminer nos us et coutumes, notre banalisation des violences, abus et exploitations faits aux enfants. Nous avons trop de prétextes qui nous déshumanisent et qui annihilent notre vision lorsqu'il est question de protéger ces âmes sensibles que sont les enfants, nos enfants. Mesdames et messieurs, nous devons illuminer également nos politiques, nos stratégies, notre législation et nos actions pour les rendre encore plus brûlants d'innovation et de perspicacité. À cette soirée d'illumination, la représentante de l'UNICEF a annoncé le lancement de l'initiative U-Report Amazone, une plateforme spéciale de U-Report dédiée aux filles du Bénin afin qu'elles puissent s'informer, s'exprimer et s'engager sur les problèmes qui leur tiennent à cœur et devenir les Amazones de demain.
La situation des personnes en situation de handicap fait l'objet d'une attention particulière dans le département de l'Ouémé. Ces personnes étaient à l'honneur le 3 décembre lors de la célébration de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Plusieurs activités ont été en effet organisées dans ce cadre par la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance de l'Ouémé. Suivez ici ses explications pour plus de détails. En prélude à la célébration de cette journée des personnes en situation de handicap, nous avons mené pas mal d'activités à l'endroit de cette cible, non seulement pour réveiller leur attention de ce qu'il y a une journée en leur faveur qui est en train de s'annoncer. Nous les avons organisées pour se tenir prêts pour cette journée, puisque nous avions octroyé des secours nationaux il n'y a pas longtemps. 89 personnes vivant avec le handicap ont été prises en compte dans la mise en place de ces secours nationaux. Et en dehors de ceci, nous avons vu que c'est des cibles quand même qui méritent attention. Or, pour qu'elles puissent bénéficier suffisamment de cette attention, il faudrait qu'elles soient organisées. Les communes où il n'y a pas du tout ces associations, nous sommes allés répertorier ces personnes, nous les avons une fois encore recensées et nous les avons organisées en association. Et donc là où nous sommes actuellement dans l'Ouémé, dans toutes les communes, nous avons les associations des personnes en situation de handicap qui sont mises en place avec des bureaux, avec des structures opérationnelles. Je crois que c'est d'abord un grand pari que nous avons gagné. Le rôle qui est concédé au bureau, à ces associations, c'est d'abord de rester en parfaite synergie avec les institutions de l'État et avec les ONG dans toutes les interventions qui se feront dans ces communes-là. Parce qu'elles vont jouer le rôle de passerelle pour voir est-ce que ce que ces structures viennent faire, est-ce que réellement ça rencontre le besoin des personnes dans ces situations-là. Ce travail que nous venons de faire, ce n'était pas aussi facile au départ. On a dû travailler, faire des appuis psychosociaux, travailler avec ces personnes avant de pouvoir les faire adhérer à la chose, de leur faire comprendre un peu quel est l'objectif que nous visons. Avec ces appuis, on amène ces personnes à accepter d'abord leurs conditions de handicap et de pouvoir se considérer comme une personne complète, devant apporter aussi sa pierre à la construction de ce pays. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que mettre sur pied ces associations va contribuer à plusieurs choses. C'est bénéfique à mains égards. C'est pour ça que nous avons préféré aplanir toute cette difficulté, d'abord passer dans toutes les communes, avoir des associations et leurs bureaux avant de faire quoi que ce soit. Nous restons à nouveau avec la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance de l'UEM pour évoquer un autre sujet. Il y a peu, le Bénin a célébré la journée nationale des affaires sociales. L'objectif du gouvernement, en mettant l'accent sur les affaires sociales, est de travailler à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Quel est l'état des lieux de la mise en œuvre de cette politique dans le département de l'UEM? Solange Ojo, directrice départementale des affaires sociales de la microfinance, nous en parle. La protection sociale constitue ce regard bienveillant que nous devons apporter à cette personne-là qui est dans le besoin et qui est dans une condition de vulnérabilité. Et l'approche adoptée par le gouvernement, c'est comment faire pour améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables. Au niveau de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME, cette année, nous avons impacté de façon directe les cibles, exactement comme l'a recommandé le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Le ministre, Mme Tony Fodé Véronique, a mis l'accent sérieusement sur ces actions qui doivent aller directement vers les cibles. Les secours nationaux nous ont permis de toucher 363 personnes, tout type confondu. L'autre chose que nous avons faite,
Toujours dans les secours nationaux, nous sommes allés toucher 70 apprentis, cas sociaux, qui ont été appuyés pour leur formation professionnelle. 165 élèves démunis ont été appuyés en kit scolaire à la rentrée scolaire 2022-2023. Ça, c'est le budget du ministère qui nous a permis de faire ça d'abord. 275 enfants vulnérables et leurs familles ont bénéficié de kits nutritionnels. Et 1305 élèves du secondaire ont bénéficié d'une exonération des paiements des frais de scolarité. Et c'est le ministère, le budget que l'État nous a mis à disposition qui nous a permis de faire tout ceci. Avec le projet SWED, c'est un projet de gouvernement, nous avons impacté 520 enfants déscolarisés ou non scolarisés. 3 par arrondissement ont bénéficié de kits d'installation en couture. Et 7 par arrondissement ont bénéficié des intrants pour fabriquer des produits d'entretien, histoire d'assurer leur autonomisation. Il y a les femmes qui sont aussi appuyées, les femmes qui se retrouvent dans des groupements autour des activités génératives de revenus, qui sont appuyées dans le cadre de la réduction de la pénibilité dans la mise en œuvre de leur activité générative de revenus. Et en dehors de ça, toutes les personnes que nous avons impactées cette année, nous allons identifier encore d'autres pour que de plus en plus le mal soit suffisamment extirpé de notre département. Religion, pour finir, cette déclaration résonnait déjà dans les titres de ce 13 au Bénin. Les fêtes de Noël, de Nouvel An ne sont pas des célébrations divines. Les véritables enfants de Dieu ne devraient pas les commémorer. C'est le message que porte l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Elle le rappelle à l'ensemble des chrétiens et à l'opinion publique entière en ce mois de décembre. C'était à la faveur d'une conférence de presse déroulée autour du thème Temple de Dieu à Cotonou, et William Cliquant y était. Parce que le humanisme, c'est ça. Des pratiques ont été admises pendant des années. Elles ont été perpétuées de tout temps. Et pourtant, elles sont tout sauf une émanation de la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est le cas de la Noël et de la fête du Nouvel An, célébrée le 1er janvier, comme cela est expliqué ici à l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Les explications partent déjà de la nature de l'homme en tant que temple où Dieu réside. Alors si nous sommes temple de Dieu aujourd'hui, nous devons savoir que dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14, Dieu nous défend formellement de nous rallier à l'idolâtrie. Il nous défend parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Donc ce que je vous dis, c'est de vous séparer automatiquement et totalement de la célébration des 2 fêtes mondaines programmées par la papauté et qui sont devant nous. Cette conférence est donc une invite aux véritables enfants de Dieu à ne plus se conformer comme tous. Ils sont appelés à comprendre que ces 2 fêtes de fin d'année ont des origines païennes et mondaines, incompatibles donc à eux. Parce que Dieu a 3 fêtes pour ses enfants. La première fête, c'est la fête de la Pâque de Dieu. La deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. La troisième est celle qui amène les temps de Dieu à se réjouir en Dieu, appelée la fête des tabernacles. Donc, je lance cet appel fort au monde entier de se retirer de ces célébrations. Parce qu'à Rome, il y a un démon qu'on appelle Janus. C'est ce démon qui naît tous les 25 décembre et il est dédicacé tous les 1er janvier selon la loi mosaïque. Parce que si un bébé naît, le 8e jour, il doit être dédicacé. Donc, ce n'est pas Jésus qui naît le 25 décembre parce que la date de naissance de Jésus-Christ n'a jamais été laissée à la connaissance des humains sur la terre. Après avoir passé en revue toutes les bases bibliques et historiques de ces éclaircissements, le leader de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine met en garde contre l'idolâtrie derrière ces pratiques courantes en ces jours. Le fait de dire Alléluia ou le fait de dire oh, je suis rentré dans une nouvelle année prend le symbole d'acceptation de tout ce qui a été déjà programmé contre vous. Si c'est la mort, elle a été programmée contre vous et vous l'avez acceptée à l'orée de cette année-là. Si tu es enfant de Dieu, retire-toi de cette célébration.
Parce que l'année de Dieu n'est pas encore finie. Dieu est encore dans son 10e mois, appelé le mois de Tébet, selon le livre de Esther 2, verset 16. Dieu ne va pas manquer d'avertir ses enfants à l'oreille de sa nouvelle année. Année qui va se lever selon l'agenda que seul lui Dieu détient, appuie le conférencier. Eh bien, madame, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 16h. Ensuite, à 19h30, la grande édition de la soirée. Merci de votre fidélité et puis à très bientôt.